Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans les coulisses du théâtre du Gymnase où une actrice que j'appréciais beaucoup m'attend dans sa loge. Mais avant d'y accéder, chut. Je me faufile avec Mathieu, l'attaché de presse. On longe la scène en silence, car un autre spectacle est en pleine répétition. C'est génial. Bravo. C'est génial. On est dans l'ambiance du théâtre. Comme ça. Tout de suite. C'est trop la... Oh là là, ce que Voilà, c'est beau. Oh non mais c'est la classe. Non mais attends. On dirait Rihanna sans déconner. Tu sais que c'est la loge de Coluche, ici? Non, je savais pas. Ah bah voilà. Me voici enfin dans la loge d'Ariane Séguillon. Très connue du grand public pour son personnage dans la série Demain nous appartient, Ariane ne se laisse pour autant enfermer dans aucun rôle et navigue depuis toujours entre drame et comédie, théâtre subventionné et cinéma populaire. Ah, c'est pour toi. Mais t'es trop C'était les fleurs préférées de mon père. C'est mes Tu fleurs vois préférées, tu Eh sais. ben écoute, ben voilà. C'est les fleurs préférées de ton père. Ouais. C'est drôle. Éclectique et touche à tout, Ariane est aussi une comédienne et une femme engagée qui utilise sa notoriété pour faire bouger les lignes sur des sujets qui lui sont chers. Les troubles alimentaires, le deuil, l'acceptation de soi. Ce que j'adore chez elle, c'est sa grande sincérité et sa spontanéité à toute épreuve. D'ailleurs, on n'a même pas encore branché les micros que ça démarre au quart de tour. Très très belle et très en forme. Ah bon? Je sais pas, Donc voilà. t'es un amoureux. Non, j'en ai plus, je suis en grève. J'adore cette réponse. T'es en grève. En fait, j'ai toute ma vie dans le couple. Toute ma vie. Je ne sais pas ce que c'est que le célibat. Et il y a 2 ans et demi... Putain, t'es en train de nous faire l'émission, ça va pas du tout là. J'arrive. Attends. Mais attends. Non, mais On a un peu de mal à s'installer, les loges mythiques c'est bien, mais c'est pas toujours très pratique. Alors Ariane finit par carrément prendre le micro sur ses genoux Là, comme ça? Ouais. Wow! Attends, ça va tomber. Comme ça. et roule ma poule. On est dans ta loge, Ouais. au théâtre du Gymnase. On est à combien de temps là? C'est 19h, c'est 20h? Non, je joue à 20h30. Alors, normalement, moi, je viens vers 17h30. Avec Daniel Russo, tous les deux, on vient très tôt. Ouais. Moi, j'ai besoin de venir très tôt au théâtre. C'est vraiment un moment où je me concentre, où je me maquille, où je revois mon texte. Pour moi, c'est vraiment un grand moment de concentration. J'adore aller sur le plateau vide. Bon, là, il se trouve qu'il y a une autre répétition, mais normalement, il n'y a personne. Le plateau est vide. Et c'est vraiment un moment, pour moi, j'adore ce moment. Alors, il y a quand même une chose, c'est quand on t'a appelé pour t'inviter à venir dans ce podcast, t'as fait une réponse complètement inédite qu'on n'a absolument jamais entendue. Et t'as dit, bah oui, bien sûr, mais alors je suis pas du tout encore ménopausée, mais j'ai plein de trucs à raconter. Alors, bon, ok, on s'est dit, bon, bah génial, hein, en même temps. De quoi va-t-on parler? Mais non, parce que en fait, moi, ça fait longtemps que je te suis, que je suis tes déboires et tes boires et des moments de bonheur ce que j'aime dans toi, c'est qu'en fait, je pense que tout le monde peut se reconnaître en toi. Dans tout ce que tu partages, parce que comme tu partages tout et que t'es un livre ouvert, mais joliment, il n'y a pas de voyeurisme, je trouve. Du coup, depuis très longtemps, j'avais envie d'avoir un vrai moment avec toi. Et bon, on aurait pu aller boire un café aussi. Oui. Hein. Mais du coup, tu m'aurais dit, je t'interviewe pour parler de Jurassic Park. Je t'aurais dit oui, tu vois. Donc là, c'était un prétexte plutôt, je pense. Et alors, est-ce que... mais alors, t'as pas du tout l'air inquiète, parce que quand on t'a parlé de ménopause ou de préménopause, d'abord, est-ce que j'ai le droit? Bien sûr, oui, dis-moi. On va commencer par le début. Est-ce que je peux te demander ton âge? Alors, je mens sur mon âge, hein, toujours. D'accord, donc t'as pas envie, mais peut-être t'as pas envie. T'as le droit de Non, dire j'ai j'aime pas envie. trop donner mon âge, parce Ok. qu'en fait, c'est pas... Je te dis, je ferais n'importe quel autre métier, j'en aurais rien à faire. Mais Ouais. pour les actrices, c'est un cauchemar. Ah bah alors, vas-y, là il faut que tu nous racontes. On est tu obligé, déroules. parce que, alors en plus, moi déjà, il m'arrive un truc quand même horrible, Mhm. c'est que sur Internet, il y a écrit que j'ai 57 ans. Mais Qui n'est comment pas ça? du tout mon âge. Ouais.
j'ai écrit à Google. J'ai un ami qui est hacker, qui a essayé de le faire enlever, ça a été remis. Donc là, j'ai un autre système. On va peut-être être obligé de passer par une amie qui habite à New York, parce que là-bas, ils acceptent la pièce d'identité où je barrerai en fait mon adresse et où ils auront donc ma vraie date de naissance. Parce que déjà, je mens sur mon âge, mais là, carrément, je me suis pris pas mal d'années dans la gueule, donc ça m'a bien énervée. Et alors, pour les actrices, on peut pas vieillir. Une femme après 50 ans, alors, ça change, parce que c'est vrai que les femmes de 50 ans sont plutôt à la mode en ce moment. C'est notre chance aujourd'hui. Mais voilà, quand même, il y a quand même la culture du jeunisme. Et pour une actrice, on a l'âge du rôle. Donc, je trouve que souvent, les réalisateurs et même les réalisatrices manquent d'imagination. Donc moi, j'aime bien qu'on ne sache pas mon âge et avoir l'âge du rôle, l'âge qu'on me propose, parce que moi, je sais encore qu'il y a des trucs que je peux faire d'une fille plus jeune ou même d'une fille plus âgée. Donc, je trouve qu'une actrice ne doit pas donner son âge. J'ai une amie qui m'a dit, parce que moi, j'ai eu des gros soucis, je vais vite sur le truc, mais moi, j'ai une famille de mythomanes. Hein. Donc, non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, j'avais une période où je mentais beaucoup et il m'a fallu vraiment que je me soigne pour ça, parce que mon fils m'a dit que ça le faisait souffrir. Donc je ne mens plus. Carrément, en vrai. Mais pourquoi tu mentais sur quoi? Parce que je trouvais que ma vie n'était pas très intéressante, en fait, je pense. Donc tu te racontais une autre vie? Oui, je racontais. Je pouvais même te dire qu'il faisait très beau alors qu'il pleuvait. Jamais rien de grave, mais je pouvais inventer que j'avais un tournage alors que c'était pas vrai. Bon, ça fait longtemps que je le fais plus, ça. Mais oui, je pouvais inventer. En fait, je trouvais que ma vie était tellement chiante que je m'étais inventé une vie plus belle. Et ça, c'était il y a combien de temps? Que j'ai arrêté vraiment de mentir. Non, que tu trouvais que ta vie était chiante. Ça a été il n'y a pas très longtemps. Hein. Ça fait pas très longtemps que je trouve que ma vie est plus intéressante. Disons je trouve que ma vie est mieux depuis 4-5 ans, quoi. Et qu'est-ce qui a changé il y a 4-5 ans? T'as vu, je prends un ton plutôt psychologique. Oui, j'ai vu. Oui. Tout d'un coup, j'ai baissé le ton. J'ai appris à m'aimer, je pense. Et j'ai appris aussi... Moi, je ne supportais pas la solitude. Tu me laissais une demi-heure toute seule, je pouvais passer 50 appels, parce que je suis quand même très entourée, mais je ne supportais pas le silence, je ne supportais pas... il fallait combler. Il fallait combler. Même quand je lisais un bouquin, je pouvais m'arrêter, oh là, il faut que je parle à machin. Et en fait, le fait d'apprendre à m'aimer et d'apprendre à aimer la solitude, parfois, m'a beaucoup aidée, m'aide beaucoup. Parce que je pense qu'on ne peut pas être bien avec quelqu'un si on n'est pas bien avec soi-même, c'est pas possible. T'es célibataire, mais tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, d'être seule, finalement, ni t'as besoin de mentir, ni t'as besoin des autres et tu te sens mieux, et d'ailleurs t'es rayonnante, mais quand même, l'âge approche, même si tu veux pas dire ton âge, enfin en tout cas l'âge de la préménopause ou de la ménopause, tu n'as, toi, rien. Enfin, t'as des symptômes? Aucun, rien, zéro. Rien. Alors, tu sais que c'est injuste, parce que jusqu'à maintenant, je t'aimais beaucoup. Et là, ça baisse. Mais par contre, mes amis me font beaucoup rire. J'ai une amie à moi que j'adore qui m'a quand même appelée en FaceTime l'hiver dernier, à poil, sur son balcon. En plus, c'est un avion. Je me suis dit, ils vont tous se tuer en ski s'ils la voient passer. Et elle était là, ça y est, je suis bien. Il neigeait, il faisait moins 15. Elle me dit, ça y est, je suis bien. Donc, elles me font beaucoup rire, mes amis. Ou des amis avec qui je tourne, qui d'un seul coup perdent tout leur maquillage, que ça transpire et tout. C'est très drôle chez les autres, mais moi, je ne vis pas ça. Mais est-ce que tu commences à te poser quand même des questions? Tu dis, est-ce que ça va m'arriver? Comment je vais vivre ça? Je crois que j'ai vu ma mère, ma grand-mère... ça les a jamais dérangés, en fait. Ma mère, je me souviens juste qu'elle avait un patch là, qui ressemblait à un timbre. Je lui disais, mais pourquoi t'as ça? Elle me disait, parce que ça me donne des hormones, comme ça je suis normale. Voilà. Mais elle m'a jamais vraiment parlé de ça. Ma grand-mère, je l'ai jamais vue avoir des sautes d'humeur, parce que j'ai été aussi beaucoup élevée avec ma grand-mère. Non, Et ma mère a une sœur jumelle aussi, donc je les ai jamais entendues dire qu'elles avaient des bouffées de chaleur ou que... Franchement, chez nous, c'est quand même assez un non-sujet. Donc j'écoute, parce que j'ai mon amie Linda Hardy aussi qui a fait tout un truc dessus et tout. Qui sort un livre d'ailleurs. Ouais. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est pas loin de mon âge, on va dire, et qui n'a aucun symptôme. Quand je vais chez mon gynécologue, tous les 6 mois, je fais un test. Un check-up, sanguin. Là, rien. Toujours oestrogène et progestérone, 100%, quoi. Tout est 100%, je sais pas, à mon âge, mais en tous les cas, je ne suis pas ménopausée. Oui, c'est vrai que parfois, je lui dis, mais vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompée? Non. Donc, on verra. Ouais.
C'est fou. Mais même moi, parfois, ça m'inquiète. Je suis, vous êtes sûr? Non. Ah non, bon, d'accord. Voilà. Donc, non, pour l'instant. Mais bon, ça n'empêche pas que je peux pas tomber enceinte non plus. Donc, ça fait longtemps que je peux pas tomber enceinte. Donc, voilà. Non, c'est drôle. Puis là, si j'avais un enfant, ce serait le Saint-Esprit quand même. Parce que bon, En fait, ça m'intéresse pas d'être mise dans des cases. Et je trouve que les femmes, on est dans des cases. Donc, il y a la femme ménopausée, il y a la femme gna-gna. Ça me fait chier, ça. Donc, j'ai pas envie d'être mise là-dedans. Et je trouve ça génial qu'on en parle aujourd'hui, justement. Parce que c'était vraiment, enfin, il y a encore 15 ans même, hein, c'était complètement tabou. Ah bah, il y a même 2 ans, hein, voire même 1 an. Hein. Mais moi, en fait, j'ai pas du tout ce truc où je me sens vieillir. Pas pour l'instant. Ouais. Je me sens pas. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, parfois, le corps, évidemment, mais je me sens quand même super jeune. Mais je me dis, parfois, je suis pas normale, parce que là, je suis dans des soirées où il y a que des gamins de 30 ans et je me sens tout à fait à ma place, quoi. Donc, je suis là, est-ce que je suis normale? Je sais pas. Alors qu'en fait, je suis certainement la plus vieille. D'ailleurs, en général, on me dit bonjour madame, ce qui est pas bon signe quand même. Moi, le seul truc que je pourrais dire qui m'a vraiment touchée, mais après, ça dépend de comment je me sens. C'est vrai qu'on est beaucoup moins regardé quand on prend voilà. Et c'est vrai que quand on a été une très belle femme, être moins regardé, c'est difficile. Mais en même temps, pourquoi on serait encore dépendant du regard des autres, quoi? Et ça, j'ai beau me dire que je m'en fous, c'est vrai que par moment, je me dis, je me dis, bon, après, je sais pas si ça marche, mais il y a des jours où tu te sens très belle et tout le monde te regarde. Donc c'est vraiment le truc que tu projettes aussi. C'est vrai. Et comme on dit à une femme de 50 ans qu'elle est foutue, elle a tendance à se rabaisser. Mais si on lui dit que non, elle se... Où est-ce que tu en es avec les hommes, justement? Nulle part. Alors les hommes, je n'ai pas du tout de problème, puisqu'il n'y en a pas. Après, je ne veux pas mentir, puisque j'ai toute ma vie été en couple. C'est la première fois que je suis célibataire. Donc c'est vrai que... faire tout le temps ce que je veux, me dire tiens, je pars en week-end là, me réserver un billet d'avion pour partir à l'autre bout du monde, ou aller tourner plutôt finalement plus tard, j'ai personne qui me demande à qui demander son avis, ou que ça ferait chier, donc ça c'est quand même pas mal. Mais alors c'est drôle parce que justement tout à l'heure t'as dit je te demandais si t'avais un amoureux, tu m'as dit non, maintenant je suis en grève. Donc qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu t'es retrouvée seule? Mais en fait c'est mon fils qui, sans le savoir, m'a dit maman, arrête d'aller chercher chez les autres ce que tu ne trouves pas chez toi. Et ça m'a fait un tilt. Je me suis dit, mais il a tellement raison. C'est-à-dire que je me suis séparée de mon mari. Il m'a quittée, soyons clairs. En 2013, j'étais folle amoureuse de mon mari, mon deuxième mari. En même temps, si je suis honnête, ça se passait plus très bien, mais je l'aimais profondément et je pensais que ça pouvait s'arranger. Ouais. Après, je suis restée 6 ans avec un garçon que je n'aimais pas, mais qui était beau, voilà, avec qui je partageais finalement pas grand-chose. Qui en plus était un coureur qui m'a fait des merdes, enfin bon bref, voilà. Et après je suis sortie, en fait je projetais sur les gens avec qui j'allais ce que je rêvais qu'ils soient et ma vision de l'amour. Oui, tu te racontais une histoire en fait. Voilà, ça faisait partie, je pense que ça allait aussi avec la mythomanie, c'est-à-dire que tu te racontes une histoire toujours de choses qui n'existent pas et en fait t'es toujours malheureux puisque tu ne peux pas projeter une chose qui n'existe pas sur quelqu'un en fait. J'aurais rêvé de vieillir avec quelqu'un. Ça c'est mon grand drame. Moi aussi, j'ai envie de vivre avec quelqu'un. Ah ouais. Et quand je vois des couples qui sont depuis 30, 40 ans ensemble, je trouve ça extraordinaire. Voilà, moi, c'est mon drame de ma vie. C'est pour ça que je dis que je suis fini. Non, c'est pas fini, mais c'est pour ça que je dis que je suis en grève, parce que je n'ai pas envie je n'irai plus avec quelqu'un pour pouvoir aller avec quelqu'un. Je ne veux plus de ça dans ma vie, quoi. J'ai envie de vivre une belle histoire, avoir des papillons dans le ventre et qui restent. C'est tellement merveilleux. Ah ouais, moi aussi, j'ai envie de Mais avec quelqu'un qui soit à l'écoute, Mais en fait, je pense que le seul secret, et je le vois même, mon fils et sa femme, c'est un peu des exemples pour moi, parce qu'ils ont beau être plus jeunes, je les trouve très matures dans leur relation. Mais en fait, le secret d'une relation, c'est d'aimer l'autre exactement comme il est. Et c'est ce qu'il y a le plus dur à faire, finalement. Je sens que mon corps vieillit. C'est-à-dire qu'avant, je faisais la fête 3 jours de suite, j'étais en pleine forme. Plus, moi, je suis très sportive. Donc là, en plus, je me suis pété le pied. Ça fait juste 3 jours que j'ai plus de béquilles. J'ai une fracture de fatigue. Donc, je suis fatiguée. Quand tu dis « je fais beaucoup de sport », c'est quoi le sport que tu fais ? Alors, quand je suis dans le sud, je fais de la boxe.
Mais ça fait longtemps que je n'y suis pas allée parce que je suis beaucoup à Paris. Je fais en salle, je fais elliptique, rameur, du pilate. Voilà, je fais 8 heures de sport par semaine. Je suis une grande sportive, moi, ouais. J'ai beaucoup d'énergie. Oui, ça se sent. Il faut que je la dépense parce que sinon je suis insupportable. Et sinon, est-ce que cette énergie, elle peut devenir négative contre toi ? Moi, si je dépense pas mon énergie, je peux, tu vois, facilement me remettre à manger ou, enfin, compenser de manière négative. Ah, de toute façon, moi, je suis une ancienne boulimite, donc j'ai une addiction à la nourriture, ça c'est sûr, que j'ai soignée. Et comme je dis dans mon livre, je suis guérie, mais je me soigne. Mais c'est vrai que voilà, certains c'est la drogue, moi c'est la nourriture depuis la maladie de mon frère qui s'est déclarée. Et c'est vrai qu'il faut que je fasse attention. Est-ce que tu peux raconter un peu quand même ce qui a été le moment qui a fait que tu t'es mis quand même à manger ? En fait, quand mon frère m'a appelé, mon frère, un jour, je me souviens, il me dit, ça fait 2 heures que je suis assis sur mon scooter sans bouger. Je dis, ah bon ? Pourquoi ? Il me dit, Ariane, j'ai un cancer. Je dis d'accord, mais il me dit c'est pas grave, c'est un cancer de la gorge. Il avait été violé de l'âge de 5 à 10 ans, personne n'a jamais porté plainte, comme par hasard, cancer de la gorge. Mais on m'a dit que ça se guérissait à 98%, c'est pris assez tôt. Et ça faisait 1 an qu'il avait en effet la voix cassée, qu'on lui disait d'aller voir un meilleur ORL et qu'il a fini par aller le voir. Et je lui ai dit, ah d'accord, ok. Il me dit, mais t'inquiète pas. Je dis ok. Et j'ai raccroché, je suis allée dans une boulangerie, j'ai acheté 5 croissants, 5 pains au chocolat que j'ai avalés. Je m'en souvenais même plus, hein, je m'en suis souvenu quand j'ai commencé à écrire mon livre. Et je me suis plus arrêtée de manger à partir de là. J'ai mangé tout le temps. Et c'est le fait qu'il ait eu ce cancer de la gorge qui est aussi effectivement assez dingue que ça soit de la gorge, alors qu'il a été violé entre 5 et 10 ans. Et ça, tu l'as su après ? Non, je le savais déjà. Parce qu'en fait, mon frère, quand il avait 10 ans, il a raconté ce qui lui était arrivé. Parce que mon oncle était venu dans notre maison de campagne et qu'il allait partir en vacances avec un de mes cousins. Et il est parti. Et mon frère a dit non, mais il faut pas. Et mon frère a tout dit ce jour-là. Et je me souviens que ça hurlait chez moi. Et à l'époque, mon oncle, cet oncle-là avait beaucoup d'argent, parce que pour l'époque, on n'avait pas de portable. Donc il avait le téléphone dans sa voiture. Donc ils ont appelé. Ils ont parlé à Erwan, ils lui ont dit tu t'arrêtes, on vient le chercher tout de suite si tu fais quoi que ce soit. Et ce qu'il y a de fou, c'est que sur l'autoroute, il lui avait déjà montré son sexe quand même. Ouais. Donc il lui a rien fait parce que mon frère en fait, il lui a sauvé la vie en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a parlé. Et surtout vos parents ont cru. Ah oui, ils ont cru tout de suite. Ils sont tout de suite allés chercher mon cousin. Ce qu'il y a, c'est que personne n'a porté plainte quoi. Voilà, parce que c'était les Séguillons et que chez les Séguillons, on porte pas plainte. On porte pas plainte. On est des gens extraordinaires et formidables et parfaits. Donc on ne dit rien. Et on préfère détruire les enfants. Tu as écrit un livre qui s'appelle La Grosse, qui est sorti donc en 2022, et dans lequel tu racontes tes problèmes. Enfin, j'allais dire, tu ne racontes pas que tes problèmes que tu as avec la nourriture. Tu racontes ta famille, tu racontes l'inceste aussi, tu racontes pourquoi tu t'es mis à manger. C'est un livre choc. Oui, alors ce livre, La Grosse, en fait, ce qu'il y a d'amusant dans l'histoire de ce livre, c'est que c'est pas mon idée au départ. C'est qu'en fait, j'ai commencé une grosse série pour TF1 qui s'appelle Demain nous appartient, où j'étais obèse quand je l'ai commencé. Et un jour, je rencontre... une grand-mère et sa fille. Une grand-mère et sa fille, ouais. À 7, qui sont toutes les deux fans, sauf que la grand-mère est fan, elle m'a vue au théâtre, plutôt dans le subventionné, plutôt dans les longs métrages, donc elle connaît pas du tout la série. Et elle demande à sa fille, vas-y. Et elle me montre tout son carnet et tout, et elle demande à sa petite fille, elle dit, mais tu la connais? Elle dit, oui, alors moi je la connais dans la série Demain nous appartient. Elle dit, ah, mais moi j'ai jamais vu, qu'est-ce qu'elle fait dans la série Demain nous appartient? Et elle répond, La Grosse. Ouais. Donc j'avais mon titre. Et en fait, quand j'ai commencé à maigrir, beaucoup de femmes m'ont écrit en me disant « Mais comment ça se fait que vous avez grossi, vous avez maigri ?» Parce que moi, quand j'avais 17 ans, j'étais quand même top modèle visage Saint-Laurent, Dior. Enfin voilà, donc je suis passée de top modèle visage à obèse quand même à 45 ans. Je suis montée jusqu'à plus de 110 kilos. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans mon livre, j'en avoue que 105. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Après, je me suis relue, j'ai dit « Mais pourquoi ?» Bon, parfois, c'est un petit truc de... Oui, je sais pas pourquoi. Bref. Une petite coquette. Voilà, une petite coquetterie. Et en fait, quand j'ai dit que... Et en fait, les femmes m'ont dit « Qu'est-ce que vous avez ?» J'ai dit « Je suis boulimique. »
Voilà. Et je mange jusqu'à 10 baguettes, 15 camemberts, 6 camemberts. etc., 40 paquets de gâteaux. Mon record, c'est 78 heures sans m'arrêter de manger. Je dormais 1 heure et je remangeais. Et tu te faisais vomir ? Non, jamais. Bah non, j'aurais été plus mince. Enfin non, je me suis jamais fait vomir. J'avais parfois très 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 mal au ventre, hein, évidemment, mais ça m'empêchait pas de remanger derrière. Et donc j'ai commencé à maigrir puisque je suis allée voir, j'ai poussé la porte d'une psy qui s'est trouvée être une femme extraordinaire, et je me souviens, elle m'a fait écrire sur un livre, sur un cahier, sur une feuille, pardon, ce que j'avais mangé dans la journée. Et je me souviens, je remplissais, puis je mettais de l'autre côté. J'ai dit, vous avez une autre feuille? Puis je remplissais. Et d'un seul coup, donc j'ai réalisé quand même que j'avais rempli 4 pages recto verso de bouffe que j'avais mangée. Je me suis dit, c'est pas possible que j'ai mangé tout ça. D'un seul coup, le fait de l'écrire, et elle me dit, vous vous demandez réellement pourquoi vous grossissez? Et là, j'ai eu un choc. Je dis, en fait, non. Elle me dit, il y a des gros dans votre famille? Je dis, non, tout le monde est très mince. Elle me dit, d'accord, donc ça explique, voilà, vous n'avez pas de maladie génétique. Je dis, non. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai eu beaucoup de mal à grossir au début. Il a fallu que j'y aille quand même pour grossir. Hein. Ça a été. Mais en fait, le fait de manger, c'était pour mettre de la distance avec quelque chose qui t'avait fait du mal. Oui, c'était une façon de me remplir. Moi, j'ai été quelqu'un. J'étais pas quelqu'un d'heureux, moi, dans la vie, en fait. C'est nouveau que j'arrive à être heureuse. Parce que t'as l'air tellement solaire et tellement heureuse aujourd'hui. Oui, mais c'est nouveau. J'ai toujours aimé. En fait, c'est marrant, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Je crois que j'aimais le drame. Je me complaisais dans le drame. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est pas très cool le drame, faut que j'arrête là. Tout dès qu'il y avait un truc horrible, j'y allais dedans, mais j'y allais, mais je trouvais ça génial. Et j'étais là, mais je suis malheureuse, c'est horrible, et je pleurais, mais en fait. Mais qu'est-ce que c'est bon d'être malheureuse? Qu'est-ce que c'est génial d'être dans le malheur, en fait. Mais en fait, non, moi, je préfère être heureuse, je suis mieux, hein. Est-ce que tu crois justement qu'aujourd'hui, le fait que tu aies envie d'être heureuse, c'est que tu as tourné le dos à tout ça, un peu? Oui. Ou vraiment? En fait, je dis ça fait bondir les gens autour de moi quand je dis ça, parce qu'ils me disent, mais t'es pas comme ça du tout. Mais quelque part, je suis un peu devenue un animal à sang-froid. Je m'explique. Je suis très engagée, enfin tu me connais, hein, pour contre la pédocriminalité, dans des associations pour les enfants à Necker, etc. Donc ça me touche. Mais je ne suis plus touchée par grand-chose. C'est-à-dire que j'ai été trop touchée par tout. Je ne sais pas comment t'expliquer. Et aujourd'hui, avant que j'ai de la peine, j'ai perdu des gens autour de moi. C'est horrible ce que je vais te dire, mais ça ne m'a rien fait. Parce que j'ai perdu Benjamin et parce que Benjamin, ton petit frère. Ouais, mon petit frère, pardon. Et parce que je trouve que finalement, il faut donner la bonne valeur aux choses et qu'on ne peut pas passer sa vie à être touché par le monde entier, sinon on a une vie horrible, quoi. Voilà. Les gens veulent toujours de la nouveauté. Et à 50 ans, ça s'arrête. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Ah, c'est extraordinaire ce film. Mais pourquoi Parce que lui, justement, il parle de l'âge, il parle de la... En fait, j'ai adoré... De ne pas avoir envie de vieillir. Parce que c'est compliqué quand même de vieillir, même si on se sent pas vieux, l'image quand même qu'on renvoie, surtout aux autres. Il y a une phrase de Florence Foresti qui me fait mourir de rire, qui dit « On est à l'âge où on a l'impression qu'on est jeune et tout le monde nous voit vieux. » C'est ça en fait. Et parce qu'en fait, c'est surtout la violence de l'image dans ce métier pour une femme de 50 ans. C'est quand même horrible. Alors que quand même, Demi Moore, elle est sublime et elle se trouve immonde, elle se trouve moche, elle se fait virer, donc elle veut redevenir plus jeune. Et moi, ce qui me choque, c'est quand les femmes me disent c'est violent. Alors quand c'est des femmes jeunes, je dis attendez, dans 20 ans, vous me direz si vous trouvez ça aussi violent. Quand elles disent que le film est violent, ça me choque quand elles disent ça parce que oui, en effet. C'est violent, mais c'est violent à la hauteur de ce qu'on vit. Donc je ne comprends pas qu'une femme de 50 ans soit choquée par ce film. Oui, il y a de l'hémoglobine, oui, Oui, parce que Demi Moore, elle veut tellement pas, puisqu'elle va se faire virer, elle veut tellement pas vieillir qu'effectivement, elle va trouver la substance pour revenir encore plus jeune et encore plus belle qu'avant. Ouais.
Et oui, ça va loin. Bah, ça va très très loin. Après, on va pas tout raconter pour les gens qui l'ont pas vu. Et toi, mais... est-ce que tu pourrais aller loin pour rester jeune? Ouais, je pense que oui. Ah oui? Moi, je suis pour les liftings, tout ça. Je l'ai pas encore fait, mais pourquoi pas. Moi, je trouve qu'il faut vivre avec son temps. Et puis, quand c'est bien fait, c'est si beau. Enfin, il y a quand même beaucoup d'actrices qui l'ont fait où c'est sublime. On n'est pas obligé de faire des trucs. J'ai pas envie d'avoir l'air d'une momie, mais bon, si je peux ressembler à Demi Moore parce que c'est bien fait, ça me dérange pas, tu vois. Faut que tu te contrôles. En fait, c'est mon esprit, en fait, qui ne vieillit pas. J'ai l'impression que je suis toujours très jeune. Mais mon physique, il ne suit pas. Il ne faut pas rêver. J'ai quand même des rides, j'ai quand même mon âge. Donc c'est pour ça qu'autant que j'ai un physique qui ressemble à mon psychique. Mais alors donc... Je sais pas, j'ai pas encore... On va chercher The Substance, on va essayer moi, de je trouver pense que si j'avais The Substance, alors comme elle, c'est-à-dire qu'au début, elle sait pas ce que ça va faire. Non. Mais moi, je suis le genre de femme qui pourrait tout à fait essayer, quoi. Je suis sûre. Bon, après, quand on voit ce que ça fait, non, j'irai pas, je suis pas non plus débile. Hein. Mais je pense ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que tu te poses la question, mais on irait pratiquement toutes, je pense. Si on ne sait pas la suite. Quelle femme n'a pas rêvé quand même d'avoir l'expérience qu'on a aujourd'hui avec le physique qu'on a à 20 ans? T'imagines le pouvoir? Non mais c'est un pouvoir, ce serait... moi je serais une tueuse en série, quoi. Le rêve. Le rêve. On a une phrase d'Emmanuel Béard qui dit, parce que c'était pour faire écho aux propos... tu vois, quand tu parlais justement du film de The Substance et tout, et Emmanuel Béard à la radio... France Inter. Je m'en fiche de vieillir, disiez-vous au magazine Gala. Vraiment? Non, je suis contente. Enfin, je suis contente. Non. C'est pas que je suis contente. C'est que je suis en vie, je suis en bonne santé. Je me réveille le matin et je me dis, c'est formidable. Après, vieillir, c'est jamais facile. Et surtout quand on est actrice, et surtout au cinéma, évidemment, où tout est décuplé. Voilà. Mais non, ma vie est pleine. J'ai des mômes. J'ai mon dernier qui a 15 ans. J'ai un homme que j'aime passionnément. Je fais un métier que j'aime. Que voulez-vous que je vous dise? Et vous avez vu les femmes de plus de 55 ans, 60 ans, Demi Moore, Nicole Kidman, elles raflent tout en ce moment. Vous avez l'impression que les choses changent ou que c'est juste un moment? Non, ça continue à être difficile. Je pense qu'à un moment donné, on ne sait pas quoi faire de vous. Vous n'êtes plus la femme attirante, sexuellement attirante, et vous n'êtes pas encore grand-mère. Et je pense qu'il y a un moment donné de votre vie, d'un âge. Moi, j'ai 61 ans et je pense que les gens savent pas trop quoi faire de moi, les metteurs en scène. Alors moi, il y a un truc qui me gêne vachement dans ce qu'elle dit. Si je peux me permettre de le dire, oui, c'est qu'elle dit que les gens ne savent pas quoi faire d'elle, mais c'est pas aux gens de savoir quoi faire d'elle. C'est-à-dire que il faut être à l'origine de ses projets. Et je pense que c'est un peu le problème de beaucoup d'actrices, et c'est pas du tout un jugement, que les choses soient claires. Hein. C'est pas du tout un jugement, c'est que elles sont dans l'attente, et je pense qu'être dans l'attente, c'est mourir. Donc cette cape d'invisibilité pour les femmes cinquantenaires, toi tu dis en fait c'est à nous de se bouger, quoi. Là, quand la journaliste cite Demi Moore et Nicole Kidman, c'est des immenses battantes. Donc je pense qu'il est vrai que quand on a 20 ans, qu'on est un avion et qu'en plus on est une bonne actrice, tout le monde vient vous chercher. Il est vrai, et c'est pour ça que moi je pense... Mais c'est le même principe que de ne pas attendre d'être entretenu. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis à moi, par exemple, qui ont mon âge, qui sont toujours mariés, qui n'ont pas de travail, qui sont des filles... Enfin, elles ont toutes beaucoup de qualités. Et puis, j'en ai une que j'adore, dont je tairai évidemment le nom, mais qui ne peut pas se séparer de son mari. Parce que si elle se sépare, c'est une actrice qui bosse très peu, elle aura plus la vie qu'elle a, et elle a peur, et pourtant elle ne l'aime plus depuis des années, et donc elle reste. Et je pense que c'est un peu la même chose que le fait d'attendre de vous faire travailler. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'une femme, malheureusement, avec ce qui se passe dans le monde, et quand même on n'est pas égaux, faut pas se mentir. J'avais là un truc là, justement, si vous voulez, je vous le lis en 3 secondes. Hein. Les femmes. 51,6% de l'humanité, 70% des pauvres, 80% des parents solos, fournissent 66% du travail mondial, produisent 50% de la nourriture, gagnent 1% de la masse totale des rémunérations, possèdent 1% de la terre. Voilà, ça calme. Donc, il y a un moment, je pense que les choses, faut les prendre. Faut pas attendre qu'on vous les donne, et je pense que c'est valable pour le métier d'actrice, mais pour tout, parce que
Beaucoup de femmes de 50 ans qui d'un seul coup se font virer de leur boulot, c'est compliqué. C'est pas comme une femme. Nous, on a la chance parce qu'on fait des métiers artistiques, donc on peut toujours. C'est du luxe, hein. C'est du luxe, métier de bien choix, sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a un moment, il faut aller prendre les choses. Je pense que quand on est une femme, il faut être 2 fois plus forte qu'un homme. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne pense qu'il ne faut pas être dans l'attente de ce qu'on vous donne, mais pour prendre les choses. Voilà. D'ailleurs, si tu avais quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent. Arrêtez de regarder le regard des autres. Et regardez-vous avec amour. C'est compliqué de se regarder avec amour. Très. Oui. Ah oui. je vois que... bah non, mais moi, je vous dis ça, et moi aussi, j'ai du mal à me regarder parfois avec amour, mais j'essaye, quoi, parce que personne pourra nous donner ça à part nous. On est trop dans l'attente du regard des autres. C'est un truc d'enfance, évidemment, hein, mais... Allez voir la petite fille qui est en vous, qui a peur, qui est malheureuse, et dites-lui tout va bien, regarde, tout va bien, t'es heureuse. Et tu lui parles à cette petite fille ? Oui, je lui parle, oui. Et de quoi as-tu le plus envie aujourd'hui ? De calme. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de calme dans ma vie. J'ai envie d'une chose... J'aime pas le terme linéaire, parce que non, mais j'ai envie de choses calmes. J'ai plus envie de... J'aime pas les cris, j'aime pas les engueulades, j'aime pas... J'ai plus du tout envie de ça. J'ai été dans des trucs passionnels. Mais on peut vivre la passion calmement. Et par exemple, est-ce que tu as une liste de tes envies et en quoi elles ont bougé par rapport à celles de 20, 30 ou 40 ans ? En fait, quand j'avais 20, 30 ou 40 ans, je me rendais pas compte de la chance que j'avais de ce que je vivais. Parce qu'en fait, ce que je vivais était extraordinaire, mais j'étais malheureuse H24. Donc, il y a un moment... c'est vrai. Ouais. Donc, voilà, mes envies sont d'avoir la stabilité, dirons-nous, dans ma vie privée et de vendre la série que j'adore, qu'on a créée avec Ginny Watson, en anglais et en français, qui s'appelait N.I. Je veux continuer mes projets, mon one-man show, que je vais en refaire un, ma pièce, là où je m'amuse beaucoup. C'est drôle parce que je fais une série qui est très populaire pour TF1, donc je m'étais dit, là, je viens au théâtre, là, c'est un Shakespeare minimum. Bon, bah, j'arrive on aurait dû aller en Grèce. Donc, ça, c'est moi. Évidemment, j'ai raté mon virage, comme d'habitude, mais ça me rend heureuse. Mais voilà, moi, je suis une touche à tout. Hein. J'ai très envie de venir. Hein. Bah, viens. Ouais. Venez d'ailleurs. Venez, je vous invite quand vous voulez. C'est gentil. Ok, super. C'était vachement bien. Puis on se fait une photo bien dans la loge avec les micros. On peut faire une super photo. Ouais. Mettez-toi de face. C'était plein de vitalité. Sympa. Bah, c'était bien sympa, merci. C'était super. Merci parce que du coup, tu sais quoi, on repart en se disant ouais, j'ai 50 ans, je suis en pleine forme, on va aller en boîte, on s'éclate. Et on va aller en boîte, hein. Ici, tu viens le 13. Jeunes. Tu me dis parce que moi je sors du. Mais je te dis le 13 mars au-dessus. Avec les années, Ariane a appris à ne plus accorder d'importance au regard des autres, à s'accepter telle qu'elle est et à s'aimer. Et si c'était ça, la clé ? Et si on regardait aussi, de temps en temps, à l'intérieur de nous-mêmes ? C'est ce que nous invite à faire la méditation de pleine conscience. Martine Spicer est psychanalyste, psychothérapeute, coach, addictologue et praticienne de pleine conscience. Elle vient de créer un programme de méditation spécial ménopause pour l'application Petit Bambou. Elle nous explique ce qu'est la méditation de pleine conscience et comment elle peut nous aider à traverser les tumultes de cette période de notre vie. C'est vrai qu'on parle des règles, de la grossesse, on parle de toutes les transformations qui peuvent arriver. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la périménopause et de la ménopause. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pensait que d'un seul coup, ça y est, on se sentait un peu bizarre et puis crac, c'était la ménopause et puis hop. Pour beaucoup, c'était la fin de quelque chose. Jusqu'à présent, c'était aussi l'entrée dans des tumultes intérieur, au niveau du corps, au niveau de la psyché, au niveau des relations, au niveau du boulot, enfin un peu dans tous les domaines de nos vies. Et c'est vrai que nos cerveaux ont besoin de comprendre. Nos cerveaux ont besoin de savoir un peu à l'avance ce qui va se passer pour mieux accepter de traverser une épreuve ou des transformations. Il y a certains symptômes qui risquent d'arriver même à partir de 42, 43, 44 ans, ça dépend des femmes. Et donc, on peut s'y installer, je dirais pas douillettement, mais en tout cas, on sait que ça peut arriver et donc ça nous relie à nous-mêmes
pour être à l'écoute. Voilà. Et c'est un sacré chemin parce que ça oblige à revisiter aussi finalement sa propre histoire. Hein. Moi, je suis ménopausée depuis une dizaine d'années. Donc, c'est aussi ce que je peux faire passer de mon vécu et puis de l'accompagnement que j'ai pu faire avec des femmes avec ce regard différent de la méditation de pleine conscience. Alors justement, qu'est-ce que c'est exactement la méditation de pleine conscience ? Alors en fait, il y a plusieurs formes de méditation. La méditation, elle nous a pas attendu, elle existe depuis des millénaires dans le bouddhisme, dans d'autres religions d'ailleurs. Hein. Je ne vais pas énumérer toutes les traditions, mais en tout cas avec l'idée toujours un peu la même, c'est-à-dire de se poser. C'est vraiment d'être là, de se ramener au moment présent, à travers les sensations, ce que je sens, ce que je perçois, ce que j'entends, ce que je capte, ce que je goûte, avec l'idée d'observer, c'est-à-dire comme si on y avait un peu, on faisait un petit pas de côté, et en même temps sans jugement. C'est-à-dire que voilà, l'idée c'est pas de dire oh là là, ça y est, je suis en train de penser à ça alors que je devrais pas, je devrais faire ci. Donc j'accepte les choses telles qu'elles sont, avec bienveillance et sans rien vouloir changer. Parce que c'est vrai que notre esprit a tendance à qualifier un peu les choses. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je veux pas, ça me fait plaisir, ça m'enquiquine. Et en fait, dans l'idée de la pleine conscience, c'est vraiment d'accepter tel que c'est. Comment avez-vous travaillé sur ce programme de méditation et quel message finalement vous avez voulu faire passer ? Être à l'écoute du corps, parce que le corps, c'est vraiment, pour moi, c'est notre allié, donc c'était vraiment l'idée d'aller écouter ce corps, mais aussi bien dans ces chuchotements que dans ces torrents. Ensuite, il y a tout ce qui est autour des croyances, des projections, des idées reçues, parce que en fait, on est pleine de tout ça. C'est-à-dire que même moi, je me souviens au début de ma ménopause, je me dis mais oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui va se passer, je vais plus être la personne que j'étais, on va plus m'aimer, je vais avoir un corps qui va déborder, j'ai des émotions que je reconnais pas, c'est fini. Enfin, on a plein de croyances, on projette des choses et des idées reçues, donc on revisite un peu tout ça. Ensuite, il y a vraiment l'idée d'accueillir justement la notion d'impermanence, de changement. Ça a l'air simple, mais finalement, c'est compliqué dans notre monde. Parce qu'à la fois, tout va très vite, tout change tout le temps, mais en même temps, on a l'impression que les mentalités ont du mal à évoluer. Après, j'ai eu besoin que les personnes se rendent compte de tout ce qu'elles ont déjà traversé et qu'elles ont réussi à traverser. Parce qu'on est des sacrées combattantes déjà, on a eu plein d'épreuves dans nos vies et on a réussi. Donc revisiter un peu ce qu'on a vécu, un peu comme revoir le film de notre vie et qu'est-ce qu'on a utilisé, comment on a réussi à traverser les épreuves. Alors on a toujours cette image de méditant assis en tailleur, avec bougie et encens, avec un air un peu béat. Mais comment médite-t-on quand on est une vraie personne dans la vraie vie ? La première chose, c'est l'intention. C'est-à-dire que c'est vraiment se dire, bon, j'ai l'intention. Par exemple, j'ai un rendez-vous avec moi-même, là, maintenant. Et dans cette pratique, l'idée, c'est d'être là. D'être vraiment là. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est souvent en pilote automatique au cours d'une journée. Et on peut être dans 3 trucs à la fois, on peut parler à quelqu'un tout en pensant à autre chose, enfin voilà. Donc je me pose, alors je peux me poser assis, couché, ou je peux avoir l'intention d'être là en marchant, ou en faisant ma vaisselle, ou en épluchant un légume, ou en mangeant. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'abord l'intention. Pour commencer, c'est plus simple de s'asseoir. On peut s'asseoir sur une chaise, on n'est pas du tout obligé de s'asseoir en tailleur, on peut s'asseoir sur une chaise, les pieds à plat. Donc je me pose et l'idée c'est juste la rencontre avec les sensations. Et alors c'est vrai que ce qui est le plus simple pour beaucoup c'est le souffle, c'est-à-dire de suivre son souffle, puisque ça, notre respiration elle est tout le temps là et elle nous permet d'asseoir vraiment la présence. C'est-à-dire je respire pas hier et je respire pas demain, je respire là maintenant. Donc déjà ça c'est vraiment un premier ancrage. Ensuite, on va aller à la recherche de nos pépites intérieures, c'est-à-dire que je pose mes pieds par terre, par exemple là je suis assise sur une chaise, qu'est-ce que je ressens sous mes pieds ?
Et puis après, je me dis, tiens, sous mes fesses, tiens, c'est un peu dur. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est qu'est-ce que je ressens. Ensuite, c'est l'attitude, c'est-à-dire une attitude ouverte, parce que l'idée, c'est d'accueillir tout ce qui est là. Donc, j'ouvre. Et puis ensuite, si je veux, je ferme les yeux. Et vraiment, au début, c'est juste de conscientiser, même ça peut être 5 respirations, j'inspire, j'expire, je suis là. Alors après, bien sûr qu'après, on va développer d'autres choses, mais ne serait-ce que ces petits rendez-vous-là tous les jours avec soi-même, ça permet d'avoir un autre regard d'abord sur ce qu'on vit, et ensuite, ça permet d'avoir des espaces qui s'ouvrent d'eux-mêmes en soi. Vous voyez, parce que souvent, on est tellement dans le mental, on a des idées, des pensées, des choses à faire, qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de place. Mais finalement, il y a plein de place tout le temps. C'est simple. Par exemple, si je suis en train de manger, au lieu de manger en regardant mon ordi, je suis vraiment avec ce que je mange. Je mets dans ma bouche, je mâche, je sens le goût que ça a. Voilà. Et cette idée, c'est vraiment de ralentir et d'être vraiment là, pour que la vie soit maintenant. Et avec cette pratique, petit à petit, on arrive à changer de place. En fait, c'est pas juste s'asseoir et respirer. C'est comme inviter le monde à entrer doucement en soi. Vous voyez, mais sans chercher à le ranger dans des boîtes. Vous voyez, en imaginant presque nos pensées, nos sensations, les bruits autour de nous, etc. C'est comme presque des invités qui passent nous dire salut. On les chasse pas, on va pas leur courir après, mais on leur dit ok, salut, t'es là, je te vois, tu m'informes de quelque chose. Et puis dire, donc il y a le monde qui entre en nous aussi, et on se sent relié au monde, et ça c'est assez extraordinaire. Et en quoi la méditation de pleine conscience peut-elle vraiment nous aider en période de ménopause ? Elle aide à poser un regard différent sur ce qui se passe. En fait, comme on ne sait pas trop ce qui se passe en soi, et comme des fois ça nous déborde, des fois c'est vrai que les sensations sont puissantes, aussi bien les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, il peut y avoir des dépressions, et on peut être complètement dans un flou mental ou des énervements pas possibles. Enfin voilà. Et en fait, au lieu de voir tout ça comme des ennemis à combattre, on essaie d'accueillir, vraiment comme des vagues qui sont là, qui montent et qui redescendent. Hein, et c'est vraiment, justement, dans la méditation, on a tellement appris à être dans le moment présent et à respirer. C'est-à-dire, dans la respiration, il y a ce mouvement, c'est-à-dire, j'accueille l'air qui entre et j'expire. Et c'est vraiment la même chose qu'on arrive à faire grâce à la méditation avec les sensations qu'on a. Par exemple, si d'un seul coup, j'ai des bouffées de chaleur et que, au lieu de dire, oh là là, c'est pas possible, j'en peux plus, etc., on les accueille et on respire et on se laisse prendre dans la vague au lieu d'y résister, et on sait que de toute façon, ça passe. Voilà. Donc, il y a aussi, la pratique nous montre que tout passe puisque tout est impermanent. Et qu'on respire, donc on sait qu'après une respiration, il y en a une autre, et après une bouffée de chaleur, ça nous lâche pendant un moment, même si ça revient un peu, ou pas. Hein. C'est sûr que ça règle pas tout d'un coup de baguette magique, ça c'est sûr, mais si vous voulez, je trouve que ça amène beaucoup de bienveillance envers soi-même, vraiment. Méditer, c'est se rappeler aussi qu'on n'a pas besoin d'être parfaite ou comme avant. C'est s'offrir une pause, comme pour dire, voilà, je suis là avec tout ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, et c'est ok comme ça. Ça permet de calmer un peu la petite voix critique qui aime bien pointer du doigt tout ce qui cloche en nous, souvent. Et donc voilà, et je trouve que c'est aussi oui, ça offre un peu comme un souffle d'air frais à ce corps et à cet esprit-là qui traverse une tempête, en fait, qu'on voit pas venir, parce qu'on s'imagine pas du tout. C'est un peu d'ailleurs comme une grossesse ou un accouchement. C'est vrai qu'on sait pas exactement ce qui va se passer avant. Et peut-être il y a une chose aussi, c'est que finalement, j'ai l'impression que c'est une façon de reprendre un peu les rênes. C'est-à-dire que quand les hormones font un peu leur révolution, là, on peut des fois se sentir dépassé, comme si on devait tout subir.
Mais s'asseoir, se poser, respirer, écouter son corps, c'est redevenir actrice finalement de son bien-être. C'est comme un peu un cadeau qu'on se fait, un moment de douceur, dans une phase qui des fois ne l'est pas vraiment. Hein. Et j'irais même jusqu'à dire moi que c'est comme une petite révolution intérieure, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à se traiter de la sorte, souvent. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu offrir ça aux femmes, ce regard différent et puis cette possibilité d'un élan, cette possibilité d'un renouveau, cette possibilité de se dire ah oui, ok, j'élague des choses, il y a plein de choses que je laisse et puis là maintenant on peut ouvrir nos corps à une autre partie de nos vies et franchement c'est extraordinaire ce qui se passe à ce moment-là. Méditer, c'est comme respirer, c'est-à-dire c'est comme finalement se brosser les dents au bout d'un moment. C'est-à-dire que voilà, ça fait partie d'une façon d'être au monde. Voilà, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à trouver, il y a juste à être là avec soi-même et le moment présent. Et ça ouvre tout. Donc ça vaut le coup d'essayer, non ? Partir à la recherche de ces pépites intérieures, accueillir, ne pas se juger et choisir ce qu'on fait de tout ce qu'il nous reste à vivre. Un moment au carrefour de nos essentiels. Merci à Martine Spisser de nous avoir doucement guidés sur le chemin de la méditation. Son programme spécial ménopause est disponible sur l'appli de Petit Bambou. Merci évidemment à Ariane Séguillon pour sa fougue, sa franchise, son humour. Vous pourrez la voir dans On aurait dû aller en Grèce, au Théâtre du Gymnase jusqu'au 30 avril. Merci à Sophie Drumin qui a écrit, réalisé, monté cet épisode. Merci à Célia Brondeau qui l'a mixé. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!